Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission 100% Santé. Je suis Aurélia et je suis ravie de rejoindre l'équipe de Zouk TV pour présenter cette nouvelle émission. Dans cette émission, on abordera des sujets divers et variés autour de la santé et du bien-être. Et ce sera vous, téléspectateurs, qui allez choisir les thèmes de l'émission via notre page Facebook 100% Santé. Alors cette émission est pour le moment enregistrée et elle sera à l'antenne tous les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est celui de la ménopause et plus particulièrement, comment bien vivre sa ménopause. Et j'ai le plaisir d'avoir autour de moi deux invités. J'ai Madame Cupid Odile qui est naturopathe. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes naturopathe et vous rendez également accessible cette pratique en étant conférencière, mais aussi en participant à diverses émissions télé et radio. Vous intervenez également dans des établissements scolaires et aussi dans des maisons de retraite. C'est bien ça? Là, on me demande, ça peut être dans une savane, ça peut être dans un établissement. Partout où vous êtes sollicité. Voilà. À ma droite, j'ai le docteur Daniel. Bonsoir, docteur Daniel. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Donc, vous êtes gynécologue obstétricien. C'est bien ça. Ouais. Bien. Alors, nous allons commencer l'émission par quelques questions simples et ensuite, nous allons passer au micro-trottoir. Alors, la première question, la plus basique, docteur, qu'est-ce que c'est que la ménopause? Comment vous pouvez définir la ménopause? Alors, la ménopause, c'est l'arrêt du fonctionnement des ovaires. Alors, l'ovaire, c'est la pierre angulaire de l'édifice féminin. Alors, il y a l'ovaire chez la femme et les testicules chez l'homme. Oui. Alors, ne pas confondre la ménopause chez la femme et l'andropause chez l'homme. La ménopause, c'est un phénomène physiologique, alors que l'andropause chez l'homme serait une maladie, au même âge. Attention, on andropause à 90 ans, on a le droit de l'être. Oui. Donc, c'est un arrêt de fonctionnement de ces ovaires. Et la sécrétion de l'ovaire, c'est l'œstrogène. Pas l'œstrogène et tous les éléments cibles de cet œstrogène, ben, je dirais, vont se mettre à faner, un petit peu à flétrir plutôt. Et ça ira de tout ce que l'on peut voir à l'extérieur, ça va de l'âme, ça va du psy, ça va de tous les ornements qu'on pouvait avoir une femme, les seins, la peau et le reste, tout ce qui dépendait un peu de cette sécrétion d'œstrogène. Donc, il vient tout de suite à l'esprit à quel âge on a la ménopause. Alors, il faut replanter un peu le décor sur un peu de physiologie. Le fœtus féminin naît avec un potentiel de follicules bien déterminé. Qu'est-ce que c'est que les follicules? Les follicules, c'est l'unité de fonctionnement de l'ovaire. Et c'est ce follicule qui va, au cours d'un cycle, maturer pour finir à un moment donné, donner un œuf, donc un ovule, et ensuite disparaître sous un corpuscule qui va avoir juste une trace au niveau de l'ovaire, parce qu'on va le voir échographiquement par exemple. Donc un nombre bien précis de follicules vont être donnés, comme si on vous donnait un capital à la naissance. On en a combien environ? De quoi faire le cycle de votre vie. Comme on ne connaît pas le cycle de vie d'une femme, sur le plan physiologique, la seule référence ce serait la mère ou une sœur aînée. Mais quel que soit ce que vous aurez fait pendant votre vie génitale, qui va de la puberté jusqu'à ce moment de la ménopause, que vous auriez fait 10 enfants, que vous auriez pris la contraception, que vous auriez eu des règles précoces, que vous auriez eu des règles tardives, ça ne va rien modifier dans, je dirais, le côté dispendieux. Oui, les femmes ont dit qu'elles sont à dépenser. Ça ne va rien changer. Vous continuez à dépenser dans les mêmes conditions vos follicules. Donc il y a un capital de départ et quelle que soit la réserve que vous aurez envie de faire ou les quelques économies qu'on pourrait vous suggérer de faire, sur ce plan-là, rien ne vous permettra d'y échapper. Très bien. Et à partir de quand on peut dire qu'on est vraiment ménopausé? Parce qu'il y a des femmes, parfois, elles n'ont pas leurs règles pendant 4 mois. Est-ce qu'elles peuvent se dire, c'est bon, là, je suis ménopausée? La il y a ménopause, une durée précise. on la situerait autour de 45-55 ans. Mais il peut se trouver plus tôt. Et on parlerait de ménopause précoce. En fait, ce que je veux dire, c'est à partir de quand, enfin, des fois les règles s'arrêtent pendant 4 mois. Ouais. Est-ce que la femme peut se dire, c'est bon, je suis ménopausée, ou est-ce qu'il faut attendre vraiment 12 mois d'un arrêt de règles? C'est la raison pour laquelle je balise l'âge au niveau de l'âge. Maintenant, la façon de se présenter. Si vous n'avez que les règles comme point de mire ou comme élément à vous rassurer,
je vous dirais que vos règles peuvent disparaître à 18 ans et revenir à 22 ans. Il ne faut pas se méfier aussi, ça pourrait être une ménopause précoce, super précoce, pour ne pas aujourd'hui planter le décor encore, de dire que tout trouble du cycle doit mener à la consultation de façon à ce qu'on ait dans un interrogatoire, ne serait-ce que savoir comment la fratrie, côté sœur, et sur les antécédents maternels, comment on devrait interpréter une telle chose. Donc, ça signifie que si ce sont les règles qui servent, je dirais, de miroir, vous risquez de vous planter. Parce qu'une disparition des règles, ça fait partie, ça s'appelle une aménorrhée. C'est le premier élément d'ailleurs de la ménopause, la disparition des règles, mais toute disparition des règles n'équivaut pas forcément à une ménopause. Il faut savoir qu'à ces âges, entre 45 et 55 ans, elles peuvent bien tomber enceintes aussi. Donc à bon entendeur, salut d'imaginer qu'à 50 ans, on n'a pas de règles et de courir à la limite chercher un traitement de ménopause. La première des choses que fera le médecin, le gynécologue, surtout si elle vous voit arriver avec de jolis gros tétés, de penser que vous êtes peut-être enceinte. Sauf si vous avez un cycle perturbé et une ovulation qui a été différée. Alors là, oui, on pourrait imaginer que... bon, je vous dis, c'est un petit peu à la carte que l'on devra évoluer. Maintenant, si on fait un cours magistral, on dira que la ménopause est marquée par deux choses, la disparition des règles et les bouffées de chaleur. D'accord, donc c'est l'un des symptômes, les bouffées de chaleur. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai entendu parler de l'irritabilité, aussi des troubles du sommeil. Alors, dans le hit parade, dans le hit parade, oui, bouffées de chaleur, je pense. Dans le hit parade, vous avez l'aménorrhée. Oui. À la limite, ça ne gêne pas. Vous faites des économies de tampons. Et pour celles qui, oui, mais pour celles qui ont mal, qui ont des dysménorrhées, donc des règles douloureuses, elles sont heureuses de ne plus être embêtées. D'accord? Donc, ok, c'est le symptôme qui n'embête pas, au contraire, par un moment qui... Ouf, c'est parti, on n'est plus embêté avec ça. Je veux bien. Mais l'autre qui veut se sentir jeune avec ses règles commence à se poser problème et le miroir semble lui renvoyer déjà de mauvais souvenirs. Alors que c'est trop tôt pour vraiment changer. Et le deuxième dans les hit parades, ce sont les bouffées de chaleur. Alors là, tout le monde y passe, plus ou moins. Tout le monde, pas forcément de la même façon. Mais c'est le deuxième grand signe. Et après, il y a toute une série d'autres petits signes que chacun vit un petit peu à sa façon, en fonction de sa culture, en fonction de son état d'âme, en fonction de son environnement. C'est l'irritabilité, les insomnies, les problèmes psychologiques. On crie pour un rien, une certaine irritabilité. Ça peut être aussi, et souvent à la consultation, les femmes ne viennent pas consulter pour se faire, c'est une baisse de la libido. La libido est au plancher. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas envie de faire l'amour, elles fuient, alors elles ont les enfants, elles ont la vaisselle, elles ont toutes les occupations extérieures, d'association. Ouais, c'est des moyens de fuir un petit peu. Et ça fait partie un petit peu des choses à observer. Alors, je le dis pour que les partenaires soient un peu au courant que lorsque elles s'occupent un peu de trop, que ça fait partie aussi des signes à observer, parce qu'elle ne va pas lever le doigt face à son partenaire en disant mais je n'ai pas les règles. Ça risque de ne pas rassurer le partenaire, puisqu'il peut y avoir une grossesse surprise. Donc il y a toute une série de petits signes qu'on invite les femmes à observer, d'ailleurs, qui se voient lors des consultations, parce qu'on les interroge au-delà de leur bouffée de chaleur. D'accord, très bien. Alors, on va passer maintenant au micro-trottoir. Donc, nous sommes allés poser des questions à plusieurs personnes hier à Fort-de-France. On regarde et ensuite on en discute en plateau. Pensez-vous qu'il existe un moyen de connaître l'âge de sa ménopause? Je ne sais pas. Et alors une autre question, la ménopause précoce touche à peu près 4% des femmes allant de 25 à 35 ans. Est-ce que vous pensez que la ménopause est héréditaire? Non, c'est pas héréditaire. Non. Comment selon vous les hommes vivent la ménopause? Comment ils la vivent? Ça doit être un grand mystère pour eux. Un mystère insondable, incompréhensible. Pourquoi? Imaginez ce que j'ai déjà vu, des couples qui s'aiment, qui construisent, qui bâtissent, qui font famille. Et à un moment donné, cet homme ne reconnaît plus la femme qui ne supporte plus son odeur. Ça se manifeste comment? Le bruit. Parce qu'elle a des bouffées de chaleur, parce qu'elle a un changement hormonal qui la perturbe elle-même.
Et a-t-il l'impression de comprendre ce qui se passe en elle? Il peut se poser toutes sortes de questions, mais ne pas avoir les bonnes réponses. Il serait intéressant que les couples soient formés à ce type de phénomènes qui vont arriver dans le couple. Il faut qu'ils soient informés, il faut qu'ils cherchent à se comprendre, à s'accepter. Il y a des gynécologues pour ça. Mais il faut y aller ensemble. Il faut faire le programme ensemble. Si l'on veut rester ensemble. Sinon, vous risquez d'avoir une femme que vous ne reconnaissez plus. Est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'elle vous aime plus? Pourquoi je sens mauvais? Pourquoi parle-t-elle si fort? Pourquoi ne dort-elle pas? Pourquoi a-t-elle cette espèce de caractère nouveau? C'est le mystère. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent arriver dans la vie, la maladie par exemple, et qui peuvent aussi transformer la relation. Mais il faut toujours qu'il y ait de la tendresse, il faut toujours qu'il y ait de l'amour. Ça change de dimension, ça change parce que vous avez un capital sur lequel vous pouvez compter, il y a un engagement sur lequel vous avez mis pas mal de choses. Il y a les enfants pour certains, et ça aussi. Mais j'ai rencontré pas mal de gens dans ma clientèle, de gens qui s'interrogent et qui sont un peu perdus. Hein. Vous faites quel métier? Je vends de la protéine, je vends des acides aminés, je vends des produits pour le sport, le maintien, la forme. Donc il y a des gens aussi qui changent de voie physique à un moment donné. Ils s'épanouissent dans le sport, ils s'épanouissent dans le bien-être. Ça, c'est à la recherche du bien-être. Comment, selon vous, on peut bien vivre sa ménopause? Déjà comprendre que la ménopause fait partie de la vie. Hein, comme on fait sa puberté quand on est adolescent ou adolescente, eh ben, ça fait partie de la vie. C'est rien de... comme il faut mourir, il faut vieillir, eh ben, la vie continue. Hein. C'est naturel. C'est naturel. Alors, pensez-vous qu'il existe un moyen de connaître l'âge de sa ménopause? Non, parce que ma mère l'a eu à 35 ans, d'autres personnes, j'ai des tantes qui ont eu à 60 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. De la même manière, quand on a ses règles à 9 ans, on a à 17 ans, à 16 ans. Donc, ça dépend de la morphologie de la personne, de l'ADN. Donc, 35 ans, c'est un âge relativement jeune pour être ménopausé. Est-ce que vous pensez que la ménopause précoce est héréditaire? Je pense, parce que mon gynécologue me l'a dit. Ma mère l'a eu à 35 ans, donc peut-être. Et comment vous atténuez les effets de la ménopause, du moins les symptômes de la ménopause? Moi, je ne vis pas en pensant que j'ai la ménopause, donc je n'ai pas ce problème-là, je ne peux pas l'imaginer. Pas de bouffée de chaleur, pas d'irritabilité? Pas du tout, parce que moi, dans ma tête, ça fait partie de la vie, donc je ne vais pas me focaliser sur ça. Donc, votre esprit l'accepte? Voilà. Et du coup, le corps l'accepte? Oui, voilà. Et je ne sais même pas si je suis ménopausée ou pas ménopausée, pourtant j'ai 64 ans, parce que je ne me fais pas une fixation sur ça. En tant qu'homme, comment avez-vous vécu la ménopause de votre femme? Ah, mais ça, je ne sais pas. Ma femme n'a pas ça. Elle n'a pas la ménopause? Non, elle n'a pas ça du tout. Forcément, c'est dans le processus naturel de toute femme. Ah, oui, mais elle peut avoir ça, mais sans rien dire. Ben, je ne sais pas. À chaque fois qu'elle va au médecin, le médecin de jeu, elle dit elle n'a jamais rien. Surtout, c'est pour ce que c'est l'arthrose, oui. Donc elle n'a pas eu de symptômes, bouffées de chaleur, irritabilité? Non, elle n'a pas de bouche de chaleur. Elle a eu des problèmes liés aux os? Oui, les autres opérations. Opération aux genoux, opération des kystes à l'estomac. Et comment elle vit au quotidien cela? Est-ce qu'elle fait plus de sport dans son quotidien? Est-ce qu'elle a changé quelque chose? Non, elle ne fait pas de sport, mais elle travaille tout le temps, elle est toujours en mouvement à la maison. Toujours. Sans jamais rester sur place. Elle travaille tout le temps. Elle a toujours quelque chose à faire. Même pour bouger les meubles, pour changer des choses, elle a toujours quelque chose à faire. Elle ne reste pas sans rien faire. Donc on a vu des témoignages assez intéressants. Avant de témoigner sur ce qu'on a entendu, une petite rectification. Dans la première question, c'était est-ce que la ménopause précoce est héréditaire et non pas est-ce que la ménopause est héréditaire. Donc est-ce que la ménopause précoce justement est héréditaire? Alors c'est l'âge de la mère. Une mère qui a une ménopause plus tôt que les autres devrait attirer l'attention de ses filles sur la nécessité par exemple de procréer, de faire des enfants. C'est vrai que si à 30 ans elle a eu sa ménopause, elle ne va pas à 18 ans chercher à pouponner de son côté. Est-ce qu'on peut connaître l'âge de sa ménopause par un quelconque moyen, une prise de sang? Non, on peut savoir si on est ménopausé vrai. C'est-à-dire au-delà de l'absence de règles de quelques bouffées de chaleur, ces bouffées de chaleur peuvent avoir d'autres origines. Une hypertension peut créer des bouffées de chaleur, une maladie de la thyroïde aussi.
Voilà. Il n'y a pas de... La prise de sang sert à confirmer, à planter le décor franchement, à dire, voilà, au-delà de tout, ceci est un résultat biologique prouvant qu'il y a une ménopause vraie. Et là, c'est imparable. Il n'y a pas de retour en arrière. Même s'il pourrait y avoir quelques erreurs de labo, mais il y a des choses qui ne trompent pas. On l'a bien dit, changement de l'humeur, des bouffées de chaleur, ça fait beaucoup de bruit. Celui que vous avez interrogé a très bien exposé la situation vécue au masculin comme vécue au féminin. Alors les hommes ne connaissent pas la ménopause autrement que par la réaction de ce qu'ils vivent au quotidien. Et je crois que c'est important de venir en consultation à tout moment, pour la contraception, pour la grossesse, mais aussi à ce moment de l'âge. Ça permettrait une meilleure information au niveau du couple. Et puis des consultations régulières tous les 6 mois permettraient d'anticiper, parce qu'on peut prévoir à un moment, pas besoin de prendre des jumelles pour la ménopause lorsqu'on a 45 ans, ben, c'est pas très loin. Encore que 55-56 ans, il y a des femmes qui ont encore leurs règles et même peuvent se retrouver enceintes. Bon, mais à 60 ans, 70 ans, c'est un petit peu délicat. D'accord. Alors, il faut savoir qu'on a eu beaucoup de difficultés pour récolter des témoignages. Donc, je me demande si la ménopause n'est peut-être pas un sujet tabou ou trop personnel pour en parler face à la caméra. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Cupid? Parce que psychologiquement, une femme, quand elle n'est plus ménopausée, peut-être elle se dit « je perds une part de ma féminité, je ne suis plus capable de procréer » et peut-être les personnes ont du mal à en parler en caméra parce que on était obligé de ne pas filmer la personne qui a fait son témoignage, la femme de 64 ans. Toutes les autres femmes, elles ne souhaitaient absolument pas parler. Bon, il y a peut-être d'autres raisons qui font que les gens n'ont pas envie de parler face à une caméra. Aussi. Ben, je vais donner mon témoignage de personnes ménopausées, de femmes ménopausées. Moi, je n'ai pas eu de problème gynécologique particulier durant ma vie, on va dire, féconde. Mais j'étais contente de savoir que j'avançais après la cinquantaine vers quelque chose qui allait arriver. Quand je dis contente, parce que pour mes voyages, je n'ai plus à calculer que j'aurai mes règles et que si ça tombe au moment où je voyage, bon, pour beaucoup de raisons comme ça, donc, qui peuvent paraître futiles, mais c'est entre guillemets un truc à gérer. Et je ne l'ai pas eu. Bon, il y a eu un mois où j'ai eu mes règles, le mois d'après, je n'en avais pas, et jusqu'à maintenant, ça n'est plus revenu. C'était il y a 3 ans. Et puis au niveau des analyses médicales, bon, un an après, c'est confirmé. Mais je n'ai pas eu de bouffée de chaleur, bon, irritabilité, peut-être un peu plus de fatigue, mais pas plus que ça. Et puis j'ai gardé le même rythme de travail, donc c'est plus par là qu'il faut jouer aussi. Mais je ne pense pas que ça soit un sujet tabou. En tout cas, au niveau de mes clientes, elles en parlent, mais c'est surtout lorsqu'elles n'ont pas de réponse à leurs questions auprès de leur médecin traitant ou auprès du gynéco que là, ça pose problème. Parce que quand une dame a des bouffées de chaleur, elle aimerait qu'on lui explique comment son corps arrive à fabriquer ce phénomène-là. Et quand on lui dit simplement ben, ce sont vos hormones, mais ce n'est pas suffisant. Elle a besoin de comprendre pourquoi ça n'arrive pas à la voisine et pourquoi elle est là. Il y a aussi des personnes qui n'avaient pas tout le temps leurs règles, donc qui ne savent pas est-ce que ça fait partie du trouble ou est-ce que c'est la ménopause qui est en train d'arriver. Au niveau des examens médicaux, c'est pas tout à fait la ménopause, mais en même temps la personne voit qu'elle a le corps qui change, qu'elle a de la sécheresse vaginale, bon, beaucoup de petits soucis comme ça. Mais moi, je ne crois pas qu'en 2016, il y ait vraiment un frein à en parler. Je ne suis pas sûre. Maintenant, quand on est dans la rue avec une caméra, je suppose que les gens n'étant pas préparés à ça, il y en a qui préfèrent passer leur chemin. Mais même en leur proposant de ne pas les filmer, ils étaient mal à l'aise avec le sujet. Ils n'hésitaient pas à en parler avec nous du moment qu'on ne les filmait pas. Mais dès qu'on parlait de caméra, mais bon, bref. Ok, d'accord. Et puis parfois, on n'a pas de réponse non plus. Hein. Ça, c'est bien vrai. Dans le micro-trottoir, il y a un monsieur qui suggère de faire, entre guillemets, une thérapie à deux, d'aller voir à deux le gynécologue pour pouvoir parler des problèmes de la ménopause. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir des couples? Dans la pratique, oui. Pour la ménopause? Oui.
Et vous, docteur? Mais au quotidien, on les incite, avant d'être à la ménopause, ils sont dans une période de reproduction. Donc ce sont ces femmes que l'on voit à 25 ans, 30 ans et qui nous accompagnent dans notre clientèle jusqu'à l'âge de la cinquantaine et au-delà. Donc c'est vrai qu'à 20 ans, on ne va pas leur parler de la ménopause, il y a d'autres préoccupations. Mais lorsqu'elles abordent la 40-45e année, tout à fait normal que, d'abord la question est posée, est-ce que ces troubles-là ne sont pas déjà à inaugurer une période de ménopause? Bon, on les rassure sur un certain nombre de signes, parce que c'est la disparition des règles. On voit qu'elles seraient contentes de ne pas les avoir. Mais des bouffées de chaleur à 40 ans, ce n'est pas forcément une ménopause. Ça peut être une hypertension, ça peut être une irritabilité, ça peut être un stress au travail. Et les gens sont sous pression à longueur de journée et ils n'imaginent pas comment la pression qu'on leur met dans l'entreprise, dans la rue, dans la société, qu'elle pète les plombs. Et en pétant les plombs, elles ont bien envie de trouver une raison médicale et médicamenteusement accompagnée, mais c'est à nous de faire la part des choses. Tout à fait. Je peux vous assurer qu'au-delà de savoir ce qui se passe, pourquoi chez elle et pourquoi pas chez une autre, ce qu'elles veulent, c'est être soulagées. Soulagées d'un trouble qui les concerne, mais qui intéresse par procuration le partenaire parce qu'il en souffre aussi. C'est incommodant, en fait. C'est incommodant. Donc, oui, à tout moment de la consultation, le partenaire est le bienvenu, de manière à ce qu'on puisse attirer leur attention sur plein de choses. Ça peut être déjà, en étant plus jeune, leur fréquentation sexuelle. Elles prennent la contraception. Mais on leur demande, mais vous prenez une pilule pourquoi? Mais au cas où on me demande. Vous pensez bien qu'à 45 ans, 50 ans qu'elles sont ménopausées, on va leur demander aussi. Mais si elles ne sont pas préparées à se préparer à l'échange dans la relation de couple, elles vont peut-être mettre ça gentiment sous le compte de la ménopause et ça peut être un bon prétexte. Et c'est là qu'il faut arriver à passer le message en instruisant un petit peu le parcours du couple pour qu'on se demande pourquoi ils sont ensemble, à quoi sert le couple. Parce qu'il va servir à 20 ans, il va servir au moment de la reproduction, mais il devra encore continuer à vivre au-delà de la cinquantaine. Et le monsieur a bien expliqué que ça ne doit pas s'arrêter. Or, c'est ce qui se passe trop souvent. C'est-à-dire que lorsque les ovaires s'arrêtent de fonctionner, tout le monde s'arrête aussi. D'accord? Et c'est là le gros problème. Alors, les partenaires qui viennent, on sent une souffrance à la maison. Alors, une souffrance partagée, certes, mais j'ai l'impression par moment que se sentant soulagé de cet inconfort d'être réglé, d'avoir à se garnir, d'avoir à faire des calculs pour partir en voyage, partir en croisière, fêter son anniversaire, aller à la mer, aller à la piscine. Lorsqu'on voit qu'on est débarrassé d'une telle chose, je comprends. Mais lorsqu'on pose le problème de savoir, et la libido, et la fréquentation sexuelle, et il y en a qui deviennent sourdes, alors on comprend. Mais il y a aujourd'hui de quoi réanimer. Mais on ne peut pas réanimer quelque chose qui n'a jamais existé. J'avais été frigide à 20 ans, à 35 ans encore moins. Les enfants sont venus combler un peu de votre temps. 50 ans, ça ne va pas rejaillir. Donc il faut partir très tôt. Et là, l'intérêt de l'émission, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas comme un coup de massue. C'est obligatoire, parce que c'est un passage obligé. C'est un processus et ce passage naturel obligé pour toute femme, oui. va faire que, à 35 ans, on ne va pas parler de ménopause. Mais il y en a plein qui, à 35 ans, manifestent, se comportent comme la cinquantaine, alors qu'à 50 ans, elles aimeraient bien connaître des comportements un petit peu plus volubiles. Une mouillure plus importante au niveau du vagin, une sexualité un petit peu beaucoup plus florissante, parce qu'au niveau de l'homme, les raideurs se déplacent. De l'arthrose, on devient très du haut du genou, mais un peu moins raide au niveau de la verge. Donc il y a tous ces phénomènes-là qui interviennent en concomitance. Il faut arriver à jouer de stratégie pour que ça continue à fonctionner. Et c'est là l'intérêt de la consultation à deux, pour qu'on puisse tenir un langage qui serve aux deux. Très bien. Alors, il y a dans le micro-trottoir un monsieur qui a parlé des problèmes d'os de sa femme. Alors, est-ce qu'on associe la ménopause à des problèmes comme l'ostéoporose? Alors, la sécrétion d'œstrogène disparaissant, il y a une décalcification, il y a une fuite de calcaire. Bon, alors, plus ou moins rapidement, plus ou moins différente en fonction des femmes. On considère que 2 ans après une ménopause bien plantée, bien identifiée, il faut demander un examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie. L'ostéodensitométrie. Qui permet de calculer la densité, l'imprégnation calcaire de l'os.
Qu'est-ce que c'est plus concrètement pour les personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire? C'est l'imprégnation. densité. L'os est fait de calcaire. Oui. Imaginez un mur qui se déshabite, un mur qui est lessivé totalement de sa matière. Donc c'est ça, la décalcification. On voit un os complètement blanchi, complètement poreux, c'est-à-dire qu'à la limite, qui n'a plus ni la souplesse, il ne vit pas, et qui peut se casser à tout moment. Alors cette ostéodensitométrie fait le point, et premier élément, donc 2 ans après la ménopause vraie, et un contrôle tous les 2 ans, de façon à ce qu'on suive régulièrement l'évolution des choses. Alors pensez bien que les femmes de 50 ans ont envie de bouger. Oui. Elles ne veulent plus jouer les mamies. À la maison, à pouvoir garder les petits-enfants. C'est bien gentil de voir que son fils a reproduit, mais elles n'ont pas envie de rester. Elles ont envie d'aller à Zouk TV danser le dimanche. Il n'y a absolument pas de raison de ne pas les comprendre. C'est dans ces conditions-là que ça devient une bonne chose de pouvoir suivre la bande à mano, parce que ça leur permet de bouger. Ça, parce que l'activité physique est importante, alors que beaucoup estimant qu'elles sont arrivées au bout de leur chemin, elles deviennent sédentaires. Elles ont une dépréciation d'elles-mêmes. Elles se demandent si, sans avoir été tout à fait différentes, elles ne sont pas toujours la même. Quel est le regard du partenaire? Ah oui, mais tout ça. Et des autres, de la société. Alors, c'est vrai, si dans le micro-trottoir, on ne parle pas de ménopause, parce que le mot fait peur, mais l'ambiance, sans la décrire de façon négative, il y en a qui la vivent mal, suffisamment mal, psychologiquement, physiquement, la prise de poids, une poids qui se dépasse. Leur espérance, vous savez, les femmes ont toujours lutté pour être belles, pour être en forme, pour être bien formées. À un moment donné, on se rend compte qu'il y a une obésité qui gagne le haut du corps. C'est le petit bedon et on devient un peu à se masculiniser. Donc toutes ces choses-là imposent qu'on les oriente, on les accompagne pour reprendre un peu de féminité. Et c'est là l'intérêt et des conseils, mais aussi d'un traitement, parce qu'il semblerait, pour l'avoir vécu professionnellement, que le traitement remette un peu les choses en place. Et de nouveau, elles sont encore mieux dans leur basket, elles sont sous les rails, elles sont encore plus pin-up qu'à 20 ans, parce qu'on leur dit, après, c'est la vieillesse. Donc c'est un moyen de reculer un petit peu ces assauts de l'âge avec le traitement. Voilà l'intérêt du traitement. Et il n'est pas toujours admis que ce traitement n'ait pas des effets secondaires. Ça fait peur. Il y a des patients qui m'ont dit, écoutez docteur, prenez votre traitement, je n'en veux pas. Vous parlez des traitements hormonaux de substitution, ce qu'on appelle les THS. Exactement, parce que la presse en parle. Très souvent, ayant copié la presse américaine, on se dit bien que ce sont des produits qui ne sont pas les mêmes. Notre mode de vie n'est pas le même. Bon, si on essaie de nous Pourquoi il y a une telle méfiance envers ces traitements? Il y a déjà eu des d'abord, morts. C'est le média qui transmet. Mais le média nous le prend aux États-Unis, ou il le prend en Europe, mais nous sommes dans une île, nous devrions avoir un autre fonctionnement. Mais si au-delà d'avoir été conduit dans une assimilation intellectuelle, on l'est encore dans d'autres phénomènes, il ne nous reste plus rien. Donc, vous pensez bien que tout à l'heure, nous étions en train de discuter, on est fait pour vivre nu. On devrait être nu. D'accord? Comme ça, notre moteur n'aurait pas besoin d'être refroidi. Mais bon, on est dans un modèle extérieur, souvent qui nous transforme et qui nous pète jusqu'au bout de notre propre conscience. Vous comprenez bien que là aussi, on a des difficultés à faire percevoir le moment de l'âge, un moment physiologique que l'on peut prendre en charge, je ne dis même pas traiter, avec les moyens du bord. Vous comprenez? Quand on parle d'activité physique, d'aller nager, il fait froid de la Croix-Bec. Il n'y a pas de mer autour. Elles ne savent pas nager. Elles ne savent pas mettre des palmes. Oui. Elles ne savent rien faire. Parce que la Croix-Bec, la piscine, c'est la seule chose. Je suis désolé. Okay. Donc il faut comprendre. On a des difficultés parce que c'est ce brossage intellectuel qui fait que même à notre niveau médical, nous sommes dans des difficultés à dire zut. Il y a moyen de faire différemment sur le plan alimentaire. Il y a moyen de faire différemment de ton activité physique. Nous avons la chance de pouvoir tous les jours aller à la mer. Ne pas attendre un mois de vacances pour y aller. Mais bon, il faut fuir tout ce qui nous attire commercialement. C'est certain. Voilà. Ok. Alors pour revenir au traitement, est-ce que la médecine moderne est uniquement utilisée pour atténuer les effets de la ménopause, ou alors on peut s'abstenir d'aller voir son médecin traitant et directement vous consulter pour pouvoir s'aider des plantes?
Est-ce qu'on peut s'abstenir de voir le médecin? C'est la question. Alors, me concernant, dans mon métier de naturopathe, moi, je n'ai jamais accepté une personne qui se met hors parcours médical. Parce que de toute façon, moi, je ne prescris pas d'examen médical, je ne prescris pas de prise de sang. Et si on doit voir au niveau biologique comment fonctionne quelqu'un, c'est bien comme ça qu'on peut. Donc moi, je n'accepte pas, tout simplement, la personne. On va discuter, on va parler. Sur une conférence, tout le monde peut me parler, il n'y a pas de problème. Mais en entretien personnalisé, non. Je ne vais pas sur ce terrain-là comme ça. Très bien. L'un des symptômes de la ménopause, c'est la prise de poids, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous conseillez des régimes alimentaires particuliers pour pouvoir justement empêcher cette prise de poids? Ça, c'est le travail du médecin nutritionniste. Donc, une fois que la personne a vu son médecin traitant ou bien son gynéco, elle sera réorientée. Dans mon travail, je vais plus insister avec la personne sur quelques petites dérives. Quelqu'un, par exemple, qui ne mange pas du tout d'huile, on le voit. Lorsqu'elle va arriver à la ménopause, cette personne va avoir encore plus de sécheresse vaginale, elle va avoir encore plus de problèmes d'ostéoporose parce que notre alimentation c'est un composite. On ne peut pas décider, bon ben je ne mange que des fruits, je ne mange que du pain le matin. Que ce soit équilibré et varié. Donc c'est équilibré et varié. Or on se rend compte que les dames commencent à réfléchir lorsqu'elles commencent à avoir des problèmes. Alors que quelqu'un qui vit dans sa vie, on va dire, l'hygiène vitale d'une manière heureuse, se disant, voilà, je dois bouger, je dois avoir une alimentation qui couvre mes besoins, qui réponde à mes besoins. Lorsqu'elle va arriver à 50 ans, elle n'aura aucun problème à entendre. Attention, il faut peut-être comprendre qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer et que si là, mes os risquent dans 5 ans, 10 ans d'être un petit peu plus fragiles, il y a peut-être des aliments qui doivent être privilégiés. Très bien. Donc ça, c'est important qu'on puisse prévoir. Parce que les choses n'arrivent pas un beau matin comme ça parce qu'on s'est levé ménopausé. Donc à un moment ou à un autre, il faut que les gens fassent attention à se dire, bon, j'ai de la littérature, j'ai aussi la voisine, ma grand-mère, il y a des gens qui parlent, il y a des gens... En plus, on est maintenant à un moment où on a des informations très facilement. Donc on ne peut pas vivre comme si on était des plantes sauvages et que les choses vont se faire toutes seules. Très bien. Alors, vous êtes venu avec du matériel, des livres, des petites pochettes. Alors, pour avoir visité Madame Cupid, ici, nous avons une pochette que l'on met au frigidaire ou au congélateur. Alors, ça s'appelle une poche de gel pour bain dérivatif. Voilà, bain dérivatif. Donc, en fait, ça sert à quoi? Atténuer notamment les bouffées de chaleur? Est-ce que ça peut aider? Entre autres. Alors, je vais expliquer déjà ce que c'est que le bain dérivatif. Alors, tout à l'heure, le docteur a dit que j'ai dit en off qu'on était censé marcher nu. Et c'est vrai que la température interne est dommageable à l'être humain comme à la terre en fait. Et les premières personnes qui ont écrit sur le bain dérivatif, c'est sûr que ça prête à sourire quand on se dit bon, rafraîchir le périnée pour aller mieux, ça paraît tellement loufoque. Et lorsqu'on constate au quotidien, on va dire, dans le vécu des gens qui pratiquent le bain dérivatif, on réalise qu'effectivement, il y a moins de bouffées de chaleur, puisque quand on est assis sur une chaise, qu'est-ce qui se passe si on met la main sur la chaise quand on se lève? La chaise est chaude. La chaise est chaude. Ça veut dire qu'il y a de la chaleur qui sort bien de quelque part. La chaise ne s'est pas réchauffée toute seule. Donc on est un peu comme un cratère inversé. La chaleur, elle cherche un chemin, un peu comme... je prends souvent l'exemple de Céron, la fameuse décharge dans le sud de l'île, où quand il y a trop de déchets, c'est en train de chauffer. Ça fume. Mais chez nous, ça va être pareil. Hein. Je ne dis pas que les bouffées de chaleur, c'est le résultat du brûlage de nos toxines, mais il y en a un peu. Donc, nous avons la chaleur interne qui va être élevée, les inflammations, l'oxydation. Donc, on ne vieillit pas comme ça d'un coup. On ne dégénère pas, on ne
désagrège pas, un peu comme un bout de bois qui serait planté là. Donc on sent venir les choses doucement. Si on réagit, alors à propos de l'ostéoporose, moi je vous donne le témoignage de beaucoup de clientes qui, en pratiquant le bain dérivatif, c'est-à-dire en portant de la fraîcheur au périnée, donc on va voir comment on peut le faire dans la pratique, ben, on va réduire l'inflammation, la partie qui brûle déjà. Et tout doucement, quand on va ramener de l'alimentation, c'est-à-dire nos légumes pays, des légumes verts et colorés qui vont nous apporter des fibres, qui vont nous apporter des éléments antioxydants, et puis surtout beaucoup de minéraux. Ça aussi, les gens déminéralisent beaucoup parce que si je suis en état d'acidité, parce que mon alimentation ne correspond pas aux besoins de ce que je suis. C'est-à-dire qu'un insulaire qui a un certain nombre de produits sur sa terre et qui n'en mange pas, et qui se bourre, entre guillemets, de céréales. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'on voit. On voit au niveau des magasins qui s'ouvrent, au niveau des restaurants rapides, bon, on va manger beaucoup de céréales. Ça échauffe. Quand on vit dans un pays où il y a l'hiver, où il y a besoin de se réchauffer, c'est très bien. Mais les céréales échauffent? Oui, beaucoup. Donc c'est pas conseillé dans notre climat au petit déjeuner de prendre oui, des céréales? Oui, un peu. Parce que ça contient mais des là, on n'est fibres. plus dans un peu. Avant, nos parents, quand ils avaient mangé un bout de pain le matin, s'ils en mangeaient, il n'y avait plus ça dans la journée. On ne mangeait pas à chaque fois qu'on avait envie. Quand je dis pain, on va parler de tout ce qui sera à base de céréales. Ça peut être une tarte, ça peut être un pain au chocolat, ça peut être... Donc on va jalonner sa journée uniquement avec des choses qui se mangent comme ça dans la main. Or, nos parents, ils avaient une assiette, on s'asseyait et dans l'assiette, on composait. Et on versait un petit peu d'huile, un petit filet d'huile. Alors à un certain moment, il y a des dames qui ont dit « Ah bon, moi je ne mange pas d'huile, je ne vais pas grossir ». Parce qu'on déplace le problème, on ne regarde pas le reste de ce qu'il y a dans l'assiette, on incrimine l'huile. Après, on va incriminer autre chose. Mais on fait des dysfonctionnements et on va créer des déséquilibres qu'on va voir, on va dire, multiplier au niveau des effets au moment de la ménopause. Parce que le corps, il a besoin d'équilibre à ce moment-là. Aussi, nos os sont en train de moins densifier. Si au niveau de l'alimentation, il n'y a pas le légume pays mélangé avec le légume vert, genre un peu d'épinards, du gombo, etc. On n'a pas mis un petit peu d'huile. On mange trop de protéines par rapport à il y a 50 ans, 60 ans. On avait la viande le dimanche, un peu de fraîcheur le samedi, de la morue une fois, mais il n'y avait pas de la viande tous les jours. Or maintenant, on va mettre des protéines en grande quantité et tout le temps. C'est-à-dire, j'en ai le matin, j'en ai à midi, j'en ai le soir. Le corps, il n'a pas changé. Les protéines, ça fait grossir, non? C'est plutôt les Pas glucides. forcément que ça fasse grossir, mais on aura une accumulation d'acide dans le corps parce que on lui donne... Nos parents marchaient, par exemple, 25, parfois 30 km chaque jour. Je ne dis pas qu'il faille faire ça, mais... souvent, on va de la table au frigidaire. On est assez sédentaire. Voilà. Donc, ça aussi, ça n'arrange pas nos affaires. Un os, ça prend de la force quand ça fonctionne. Le corps, de toute façon, le premier remède de l'humain, semble-t-il, ce ne serait pas son alimentation, ce serait du mouvement. Parce que quand il y a du curry-vini, on peut avoir faim comme on veut. Parfois, on trouve la force pour avoir du mouvement. Donc, ce mouvement-là, ça va fortifier l'os. Lorsqu'on va diminuer la chaleur interne en s'asseyant sur de la fraîcheur ou en portant une poche de gel dans son slip, bien protégé bien sûr, on va permettre au corps de redensifier l'os tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle la circulation des graisses fluides. Ces graisses fluides-là, on en parle peu, de plus en plus de toute façon, mais pas assez. Parce que si chacun comprenait que ces graisses fluides... C'est quoi les graisses fluides exactement? On les a, quand on est avec, un peu comme les follicules, un capital de graisses fluides dans le corps. Et on pensait, jusqu'à il y a 50-60 ans, que c'était que les nourrissons qui en avaient.
Ça sert à quoi, les graisses fluides? Ça circule dans le corps, ça nettoie, ça apporte des éléments. En fait, ça va permettre aux éléments d'aller plus au cœur de la cellule. Ça permet d'équilibrer la température interne. Ça permet aussi de nettoyer partout, même au niveau du cerveau, parce que ça circule dans l'ensemble du corps. Un peu, si la lymphe, par exemple, ne circule pas, on a de gros bras, on a de gros pieds, de grosses jambes. Bon. D'accord. Et donc, ces bains dérivatifs vont permettre aux graisses fluides de circuler de mieux. Si on diminue la chaleur interne. D'accord. Si on diminue la chaleur interne. Quand on diminue la chaleur interne, on va libérer un peu le corps de ce qui l'entrave. Il y aura un petit peu plus d'urine, par exemple. Il y a des gens qui gardent leur eau dans le corps. Alors bon, après, on finit par avoir un corps lourd, on finit par avoir... C'est pas une question simplement de corpulence. Hein. Il y a des gens qui manquent vraiment d'énergie alors qu'elles ne voient pas ce qu'elles ont modifié dans leur façon de faire. D'accord. Alors, je t'interromps, excuse-moi. Alors, concrètement, comment ça marche? Alors, on met les poches au congélateur. Oui. Donc, en Pendant général, on les laisse tout le temps au congélateur. Là, j'ai une boîte. Donc, on appelle ça un kit. Et la boîte, elle est bien fermée. Et les poches iront au congélateur. Donc, bien sûr, sans les plastiques. Et quand on a besoin de pratiquer, on va protéger la poche avec un étui coton et un gant de toilette. Et on va mettre au fond de son slip. C'est unisexe, homme ou femme. On va pouvoir diminuer la chaleur interne avec la poche de gel. Avant, quand il n'y avait pas cette poche de gel, la poche, elle existe depuis 2006. On prenait des petites bouteilles, on prenait d'autres poches qui n'avaient rien à voir avec la poche de bain dérivatif. Et ça permettait d'avoir cette fraîcheur qu'on retrouvait 50 ans, 60 ans, des centaines d'années avant, en s'asseyant sur l'herbe, en s'asseyant sur une roche à la rivière, en ayant aussi des bains de mer plus fréquemment, et puis en faisant sa toilette sur un bidet. Mais on n'a plus ces gestes-là. Donc ça nous permet, on va dire, d'une manière moderne de faire du bain dérivatif qu'on faisait avant d'une manière empirique, quoi. Et au bout de combien de temps on commence à ressentir les bienfaits du bain dérivatif? C'est instantané ou c'est dans la durée? Alors, le côté instantané, on va ressentir un bien-être. Maintenant, pour aller à la cause, c'est-à-dire enlever un peu de toxines pour que le corps s'allège un peu de ce qui commence à provoquer l'inflammation, l'oxydation, là, il faut du temps. Par exemple, quand on va poser la première poche, quelqu'un qui commence du bain dérivatif me dit, bon, Odile, je sens vraiment que je brûle de partout. Effectivement, je masse aussi dans mon travail et on peut poser la main sur une jambe et puis se dire, mais comment la personne fait pour vivre dans ce corps qui est si brûlant? Parce qu'en créole, on nous dit, mais capri d'y fait. Et avant, quand on était enfant, ça faisait rire de voir des femmes, et elles étaient ménopausées parfois, prendre leur grand robe et puis s'éventer. Pourtant, elles n'avaient pas de slip. Eh bien, elles allaient faire une toilette et puis c'était fini. D'accord? Ok. Docteur, ça vous inspire quoi cette méthode de bain dérivatif? Je suis persuadé que vous allez me demander qu'est-ce que j'en pense. Mais oui, forcément. Nous sommes heureux. Alors c'est moi, je suis d'une génération ancienne. Il y a de nouveaux gynécos. J'espère qu'ils vont se faire à la méthode. Mais ça me séduit. Parce que de plus en plus, nous sommes aidés par des nutritionnistes, des naturopathes. Enfin, toutes ces choses qui, par le passé, étaient considérées comme de la médecine de parfumerie. Oui, mais... Médecine de parfume, ça signifie qu'il ne servait à rien. Et j'écoute avec passion ce que nous dit Odile, c'est bien ça? Oui. Et j'espère qu'elle m'offrira un, pour pouvoir éventuellement le tester. Merci beaucoup d'avance, parce que je suis un témoin conscient. Mais c'est vrai qu'en homéopathie, voilà encore autre chose qui nous sert énormément, une médecine par les plantes, par exemple. De façon à ce que, chez ces femmes qui ont des bouffées de chaleur et qui disent un peu voir les choses monter comme du volcan. Alors, si vous voulez faire éteindre un volcan, si vous voulez éteindre un feu, il faut le prendre à la base. Alors, à la base, Odile dit bien que ce n'est pas entre les orteils que l'on met, c'est bien un niveau de carrefour. Et de ce carrefour, c'est bien le périnée où il y a toute cette union, je dirais, de spirituel, d'âme, de sexuel. Tout est là. Oui. L'hystérie y est même. Hein, avec le terme grec utérus, l'hystérie y trouve même sa place. Alors si vous voulez calmer quelqu'un, c'est bien à ce niveau. Alors quand vous piquez une crise d'hystérie, même à notre époque, est-ce que faire l'amour comme les singes bolos ne viendrait pas calmer les humeurs? Or, oui, je comprends bien, mais c'est pour ça qu'à mon niveau de simple thérapeute gynécologue,
je deviens grandi parce qu'associé à ces méthodes-là, j'amène les gens à travailler aussi la possibilité d'éteindre ce feu en faisant l'amour. Parce que les feux de l'amour, c'est ça. Mais si se transformer ces feux de volcan qui gênent et qui importunent, pourquoi ne pas le transformer en feu de l'amour qui permettrait au couple de vivre? C'est une méthode comme Mais une oui, autre. c'est une méthode comme une autre. Tout est bon à prendre. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun pourrait se balader avec sa poche, pourrait se faire retourner des regards, on pourrait se demander si on ne se Non, on ne trompe peut pas se balader avec, d'anatomie. il faut être à la maison. Ah, il faut être à la Il maison. faut être à la maison Heureusement parce que vous que- m'aviez présenté, parce que je pense que je me serais baladé avec. Non, parce qu'elle chaufferait très vite. En fait, on ne la garde pas chaude. Il faut qu'elle garde toujours de la fraîcheur. Donc, c'est pour ça que dans le lot, il y a 4. Quand une poche ne renvoie plus de fraîcheur, on la change, on prend une autre. On va qu'à ses occupations. Là, c'est dans le slip. Donc Alors, il faut pratiquement consacrer un moment. Est-ce que c'est dans le non, vous quotidien? vaquez à vos occupations. Donc, pendant que vous faites la vaisselle, le jardin, je sais pas, vous regardez la télé, on fait quelque chose. On ne pratique pas bain dérivatif voilà. à un moment précis. Là, par exemple, c'est du système D. Et je suis très contente parce que ça, c'est un Martiniquais qui en a eu l'idée. Alors, donc ça, c'est à nous, c'est Martiniquais. Ça c'est consiste en avec quoi? le recyclage d'une bouteille d'1,5 litre. Donc, on va aplatir la bouteille soigneusement pour ne pas la percer. Et on va la remplir d'eau, on bouche et on met au congélateur. Et notre bouteille congelée, on va la glisser ici. Le matin, je pars au travail. Eh bien, dès la voiture, je suis assis ou assise au MUFAM sur de la fraîcheur. Et ça va me permettre quasiment tout au long de la journée ou encore à tout moment où j'en ai envie d'avoir mon périnée au frais. Et ça va garder la fraîcheur toute la Ah oui, journée. quasiment jusqu'à quelqu'un qui part à 7 heures à sa fraîcheur jusqu'à quasiment 16-17 heures. D'accord, donc on peut se balader avec, on met dans la Ben, voiture, on met dans la s'assoit, voiture, après on est prend. assis au bureau, ben, on met au bureau. Les gens qui travaillent assis toute la journée, au niveau des jambes, je vous assure qu'à un certain âge, parce qu'on parle de la ménopause uniquement côté de ce qu'on ressent, mais il y a aussi tout ce qui va se passer, la personne sent qu'elle arrive à un âge où bon, elle n'a plus envie de faire ce même boulot, où elle sent que l'âge de la retraite arrive, on lui demande des choses compliquées qu'elle n'a plus envie de faire. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en jeu et en compte. Et ça, le fait de diminuer la chaleur interne, en fait, ça remet un petit peu d'espérance parce que dans le corps, il y a des choses qui vont changer. Déjà, au niveau des cheveux, les cheveux, il y a plein de dames qui perdent leurs cheveux au moment de la ménopause parce que pareil, au niveau hormonal, on n'a pas ce qu'il faut pour faire pousser. Alors qu'on se rend compte qu'en pratiquant le bain dérivatif et puis en mangeant aussi comme nos parents mangeaient en fait, on va continuer à produire ces graisses fluides-là et surtout à les faire circuler avec la fraîcheur. Donc, on va avoir des cheveux qui poussent et parfois dans la couleur d'origine, docteur. Hein. Donc, le cheveu blanc, il va redevenir noir, de la couleur naturelle, en tout cas, de la personne. Okay. Bon, bien sûr, le corps peut décider aussi de prendre le bain dérivatif pour que la vision s'améliore, pour que la personne entende mieux. Bon. Et si je veux me procurer ces outils, je fais comment? Je vais où? Alors, Combien ça coûte? il faudrait m'appeler. Il y a quelques revendeurs de poche. Donc je parle du bain dérivatif toute l'année à la Martinique, en conférence, en petites conférences famille, partout, Martinique et Guadeloupe. En France un peu aussi, mais en France il y a suffisamment de personnes pour le faire, donc c'est de moins en moins. Et c'est important de comprendre que souvent, on n'y vient pas d'un coup. On va commencer avec une petite bouteille. Alors, la petite bouteille très petite qu'on va congeler et qu'on peut utiliser la nuit. Là encore, on dort. Ce n'est pas un moment où qu'on va prendre exprès pour ça. On va consacrer un temps uniquement donc, pour ça, oui. On dort, et bien, on va protéger la petite bouteille congelée avec 2 gants. Et on met entre les jambes. On n'est pas censé avoir de slip la nuit, on n'est pas censé avoir de bas de pyjama non plus. D'accord. Donc tu parlais de numéro de téléphone pour pouvoir Alors te mon joindre, numéro de téléphone 06 96 38 25 80 et je donne donc les 38 endroits où 25 80 06 96 38 25 80. Tu es venu également avec des livres. Alors c'est le livre en fait qui France Guillain, c'est celle qui a le plus écrit sur le bain dérivatif. Et qui explique les choses, on va dire, parfaitement. Parce que tout ingénieur qu'elle est, c'est une personne qui a un langage très simple.
Donc le livre peut être mis dans les mains de n'importe qui. Les méthodes qu'on va utiliser, le bain dérivatif, la pratique de cataplasme d'argile sur le ventre d'une dame qui commence à avoir beaucoup de bouffées de chaleur, ça aussi, ça va l'aider à diminuer ces symptômes-là. La pratique du bain de soleil, alors souvent les gens rient quand je dis que prendre un bain de soleil nu, et surtout en ouvrant les jambes, donc le soleil arrive sur le sexe un peu comme un rayon laser, et ça fait beaucoup de rééquilibre. Donc au niveau de l'ostéoporose, là encore, on redonne au corps de la possibilité à fabriquer des os. Le bain dérivatif va permettre de densifier les os, à condition bien sûr de manger aussi correctement. Équilibré. En fait, c'est un tout. Très bien. Et puis celui-là, le miam aux fruits, parce qu'il y a un repas qui avait été imaginé avec des fruits par un docteur qui s'appelait Kousmine, qui ne comprenait pas le vieillissement. Malheureusement, elle en a fait des frais aussi au niveau de son corps, mais elle avait déjà son vieillissement très accéléré quand elle a commencé à travailler là-dessus. Et le docteur Kousmine a laissé un repas où il y avait des céréales, des fruits, etc. France Guillain a repris la méthode Kousmine, elle a enlevé les céréales, elle a gardé les fruits, elle a gardé l'huile, elle a gardé le citron, les graines oléagineuses. Et ce repas où il y a une base faite de citron, d'huile, de bananes écrasées, bananes mûres, figues mûres, et de citron, donc citron, graines oléagineuses, bananes écrasées et huile. Au-dessus, il y a les fruits. Et ce miam aux fruits-là, on peut le manger matin ou midi ou soir. C'est un repas. Ce n'est pas juste une collation, c'est un repas. Et je vous assure que ça permet à des gens de récupérer au niveau mémoire, de récupérer au niveau densitométrie osseuse. Mais c'est la persévérance qui paye. Ce n'est pas en un jour qu'on arrive à changer les choses. Si quelqu'un me dit « Ah ben oui, mais s'il y avait un petit cachet pour remplacer tout ça », sauf que c'est aussi l'occasion de montrer que nous aimons notre corps, que nous aimons notre tête, que nous aimons notre conjoint, que nous aimons les gens qui nous fréquentent et qui ont envie de nous voir mieux, heureux, épanouis dans notre corps. Très bien, donc ce livre, on peut se le procurer où? Alors, il y en a normalement dans toutes les librairies qui sont censées vendre des livres. Hein. Et les bains dérivatifs, ils coûtent combien? Alors, la box en moyenne coûte 73,50 €. On peut le trouver un petit peu plus chez certains revendeurs. Pour combien de pochettes à l'intérieur? Alors, il y a un lot de 4 poches et il y a 2 protections tissu et puis un petit livret explicatif appelé « Les clés de la forme ». Qui explique comment fonctionne déjà le l'histoire bain dérivatif, des poches de gel et puis qu'est-ce qu'on en fait de façon à ce que les gens soient autonomes. Et cet outil-là, en fait, c'est un peu comme les bains dérivatifs aussi? C'est toujours pour la pratique des bains dérivatifs. Alors, le mot dérivatif, quand on fait une dérivation pour un jardin, on va faire un petit canal pour que l'eau n'envahisse pas les parcelles. Alors, le mot dérivation, tout simplement parce que les graisses fluides, quand ça circule dans l'ensemble du corps, ça va ramener vers l'intestin, vers les voies d'élimination prioritaires, les déchets qui sont en train de se promener partout. Tout à l'heure, je parlais de la décharge de sérum. Notre corps, de temps en temps, joue un peu ce rôle-là. Ok, très bien. Là, on met des glaçons, ça permet de faire ce qu'on aurait fait avec le coussin. Donc ça, on n'a pas besoin d'avoir son propre congélateur. Si on est en voyage, on peut demander au restaurateur, à l'hôtelier des glaçons. Très bien. Et on s'assoit sur sa fraîcheur. Ok, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour l'émission, donc on va passer à la dernière partie du micro-trottoir. Il y a des personnes qui ont quelques questions à vous poser. On y va. Je voulais savoir comment on fait pour savoir comment le corps est monoposé. Avez-vous une autre question? Et à quel âge? Ça commence à quel âge? À quel âge survient la ménopause? Donc on en a déjà parlé un petit peu en début d'émission, mais vous voulez vous rajouter autre chose? Séduit par cet exposé, moi je pense qu'on est dans une démarche de prévention. On n'attendra pas 50 ans pour pouvoir faire du miam aux fruits et lire la méthode. Mais voilà l'intérêt justement aujourd'hui où toute cette jeunesse a à sa disposition des méthodes, des intervenants pour ne pas attendre l'âge avancé pour pouvoir se mettre à comprendre, à apprendre et à pratiquer. Et je suis persuadé que ceci, si nous l'avions été enseigné, on aurait peut-être vieilli moins vite, on serait un peu plus alerte pour certains,
Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais pourrait c'est vrai commencer. qu'à un moment donné de carrefour, il faudra bien prendre la dernière ligne droite. Mais j'avoue que Zouk TV fait un extraordinaire boulot. Et passer à une heure, je dirais, où les jeunes sont censés être encore devant leur télévision, je pense que de 9 à 97 ans, tout le monde aura intérêt à écouter 100% Santé, qui nous porte des éléments plutôt d'information et surtout de prévention. Parce que de traitement, on en a de plus en plus peur. Or, si aujourd'hui on a de quoi nous expliquer pas comment l'homme du Cro-Magnon fonctionnait, ni non plus comment la femme du Cro-Magnon fonctionnait, on a de quoi aujourd'hui utiliser ce que tous ceux qui sont passés avant ont juste initié et qui sont aujourd'hui de la bouteille. Mais voilà, vous avez bien vu, on nous l'a présenté sans marque, volontairement pour ne pas aller créer de problèmes de publicité. Mais toutes ces méthodes de la bouteille, qui ne coûtent pas grand-chose, voilà un élément de recyclage. Oui, c'est du recyclage. Mais peut-être aussi qu'aux constructeurs de voitures, on va leur inspirer de faire un dérivatif par les sièges pour mettre un peu de clim sur les fesses. Peut-être que ça peut marcher. C'est en train d'être étudié par des jeunes en Italie, la conception d'un siège. Mais il faut que ça soit autonome. Et pourquoi vous voulez aller jusqu'en Italie pour demander à nos frigoristes de voir comment ils peuvent faire passer un tuyau plastique sur le siège? Je dis là où c'est déjà en train de se faire. Bon, ils ont tous noté aujourd'hui que devant ce taux de chômage, qu'il y a de quoi, à travers ces émissions, récupérer, de quoi s'occuper et de quoi inventer. Plutôt que d'être à danser en permanence au bal des autres. Bien. La ménopause est un vaste sujet, visiblement. Donc, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie d'être venu. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook 100% Santé pour pouvoir proposer des thèmes pour les prochaines émissions. Je vous remercie et bon après-midi. Au revoir.